Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédia. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est Connaissance de soi, obstacles et détours sur le chemin de la connaissance de soi, du psychologue social américain David Dunain. Il explique pourquoi notre évaluation de nous-mêmes s'écarte souvent de la réalité. Pour parvenir à ce qu'on appelle la connaissance de soi, quelles erreurs devons-nous corriger et quelles méthodes de réflexion devons-nous adopter? Dans le travail et dans la vie quotidienne, je pense que tout le monde connaît cette situation. Par exemple, lors des auditions de nombreux concours de talents de divertissement, de nombreux candidats peu talentueux mais particulièrement confiants apparaîtront. Par exemple, sur Internet, de nombreuses personnes utilisent leur soi-disant « bon sens » pour commenter des événements brûlants dans divers domaines. Ne croient pas aux explications d'experts faisant autorité et se tiennent sur ce qu'on appelle l'élévation morale, pour exiger du les parties impliquées. Dans le même temps, en nous regardant nous-mêmes, au travail et à l'étude, nous sommes souvent confrontés à une situation de « grande vue mais faible pouvoir », dès que les notes sont annoncées après l'examen et que les résultats de l'évaluation des performances sont annoncés, les résultats que nous obtenons sont souvent inférieurs à notre estimation. Alors comment expliquer cette chose déroutante? Ici, j'aimerais inviter David Dunain, l'auteur de ce livre, à vous l'expliquer. En 2021, l'Université de Stanford a publié une liste intéressante, répertoriant les concepts théoriques proposés par des experts faisant autorité qui ont été les plus cités dans la recherche dans divers domaines. En conséquence, le nom de Dunain figurait en bonne place sur la liste des experts en psychologie. Dunain est professeur de psychologie sociale à l'Université du Michigan. Son principal domaine de recherche est la cognition humaine et les mécanismes de prise de décision. En 1999, il a publié conjointement un article avec son élève Kruger, proposant un jugement très subversif sur la capacité humaine d'autocognition, c'est-à-dire que, lorsqu'ils sont engagés dans une tâche, ceux qui sont plus performants. Les participants pauvres sont plus susceptibles de surestimer leur performance. Ce jugement, lorsqu'il s'agissait d'Internet, était simplement appelé l'effet d'Ack et a été simplifié en un dicton populaire sur Internet, évidemment si ordinaire, mais si confiant. Quelle conclusion peut-on tirer de ce phénomène? Autrement dit, parvenir à une connaissance de soi correcte et précise est quelque chose qui semble simple mais qui est en réalité très difficile. Une bonne compréhension de nous-mêmes est la clé pour prendre des décisions scientifiques dans notre travail et notre vie, afin d'atteindre nos objectifs et de nous améliorer. Au cours du long processus de la civilisation humaine, les philosophes l'ont en fait compris très tôt. Par exemple, à Delphes, en Grèce, le temple d'Apollon, le dieu solaire, vieux de 2600 ans, porte gravées deux anciennes maximes de sagesse, une phrase est « n'en faites pas trop » et l'autre phrase est « connaissez-vous vous-même ». Dans le même temps, le célèbre philosophe chinois Laozi a également déclaré « celui qui connaît les autres est sage, et celui qui se connaît est sage ». Par conséquent, parmi les différentes civilisations humaines, il existe effectivement un consensus selon lequel s'évaluer correctement est une question très importante mais difficile. Bien sûr, pour Dunain en tant que psychologue, l'observation de ce phénomène ne l'a pas satisfait, mais l'a incité à approfondir l'étude de ce biais cognitif chez l'homme. Cette surestimation de ses propres capacités, comment est-elle provoquée? Quels sont les mécanismes cognitifs, psychologiques et socioculturels qui la sous-tendent? Si nous voulons surmonter ce biais cognitif, quelles sont les méthodes pratiques? Par conséquent, la poursuite de cette série de questions a été compilée dans le livre que j'ai entre les mains aujourd'hui que je souhaite recommander et expliquer à tout le monde. Dans ce livre, Dunain nous propose une introduction systématique aux causes psychologiques et sociales derrière la surestimation que les êtres humains se font d'eux-mêmes, et aux raisons pour lesquelles l'expérience pratique et les évaluations des autres ne parviennent souvent pas à permettre aux gens de tirer des leçons et de se comprendre objectivement. Plus tard, Dunain a également proposé un ensemble de méthodes et de systèmes d'évaluation systématiques et efficaces pour nous aider à nous autocorriger et à faire des auto-évaluations et des prédictions correctes. Première partie. Entrons dans ce « voyage de correction de la conscience de soi » proposé par l'auteur Dunain. Il semble que derrière chaque grande découverte de l'histoire des sciences se cache une petite histoire populaire, mais il est difficile de dire si elle est vraie ou fausse. La plus classique est que Newton a compris la force de gravité alors qu'il était assis sous un pommier et voir les pommes tomber. De même, on dit que Dunain, l'auteur de ce livre, a pu proposer l'effet d'Ack grâce à un voleur qui était sans doute le voleur le plus stupide de l'histoire. Le 6 janvier 1995, un voleur nommé MacArthur Wheeler et un complice ont dévalisé deux banques de la région de Pittsburgh sous la menace d'une arme en plein jour. Étonnamment, ces deux types n'ont fait aucun déguisement lorsqu'ils ont commis le crime, ne portaient même pas de cagoule ou de masque, et ils ont même fait un sourire idiot à la caméra de surveillance de la banque. Par conséquent, la police a rapidement traduit ces deux hommes en justice sur la base des enregistrements de surveillance sur place. De façon inattendue, Wheeler et ses complices ont été perplexes face à leur arrestation et ont déclaré à la police « Nous nous mettons tous de la limonade sur le visage ». La limonade n'a-t-elle pas un effet invisible? Pourquoi pas? Ça marche! Ces propos ont stupéfié la police. L'histoire de Wheeler, le voleur le plus stupide de l'histoire, s'est rapidement répandue dans les médias et est devenu un nom connu. Dunain, qui enseignait encore à l'université Cornell à l'époque, a plongé dans une profonde réflexion après avoir lu les nouvelles.
Il pensait que le crime maladroit de Wheeler représentait une certaine dissonance cognitive dans notre société. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne savent pas à quel point leurs compétences et ses connaissances sont dues au fait que leur capacité d'auto-évaluation est également faible, se plaçant ainsi dans un double dilemme, ils ne peuvent ni se comprendre correctement ni s'améliorer et progresser. En entendant cela, certaines personnes penseront qu'il est certainement impossible pour un imbécile comme Wheeler de faire une évaluation précise de ses propres capacités, mais s'il est un membre de la société avec une qualité globale supérieure à la moyenne ou un individu relativement prospère, il le fera. Certainement pas faire cette erreur. Cependant, Dunant a découvert, grâce à une série d'expériences et de recherches, que ce n'est pas le cas. Il a cité certaines données du livre. Par exemple, dans un questionnaire destiné aux étudiants diplômés du secondaire, 60% des enfants pensaient que parmi leurs camarades de classe, leur capacité athlétique est au niveau supérieur à la moyenne, et 70% des enfants estiment que leur capacité de leadership est également globalement au niveau supérieur à la moyenne. Bien sûr, on pourrait dire que les adolescents de 17 ou 18 ans sont extrêmement confiants. Lorsque la maladie secondaire est grave, il est normal de se surestimer. Lorsqu'ils entreront dans l'âge adulte et accepteront le poli et l'expérience de la société et de la vie, ils iront mieux. Mais est-ce vraiment le cas? Dunant a ensuite cité quelques statistiques pour réfuter. Par exemple, il a réalisé un test par questionnaire auprès d'un groupe de professeurs d'université et d'un groupe d'entrepreneurs qui se préparaient à démarrer leur propre entreprise. En conséquence, 94% des professeurs d'université estimaient que leur capacité professionnelle ou il appartient au niveau supérieur à la moyenne, dans leur propre domaine de recherche, et 33% des entrepreneurs croient également fermement qu'ils peuvent réussir à démarrer une entreprise et la rendre plus grande et plus forte. Cette tendance psychologique à se surestimer est donc un phénomène courant. Alors, comment se forme cette dissonance autocognitive? Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Dunant a souligné un jour dans son livre que la raison pour laquelle de nombreuses personnes ne savent pas à quel point leurs compétences et leurs connaissances sont médiocres et que leurs capacités d'auto-évaluation sont également faibles. Pourquoi? Il s'avère que pour pouvoir mener une auto-évaluation précise, il faut que les gens aient une connaissance et une compréhension suffisante des connaissances et des compétences impliquées dans l'évaluation. Cette loi est particulièrement précise dans les domaines liés à la capacité de réflexion et à l'intelligence. Par exemple, un excellent chef d'entreprise connaîtra certainement le niveau d'activité des employés à tous les niveaux de son service, qui est le meilleur et qui est le désordre. A un compte en tête. D'un autre côté, plus une personne est mauvaise dans un certain domaine de connaissances ou de compétences, plus il lui est facile de se surestimer. Par exemple, il y a toujours des passionnés de recherche scientifique commerciale non professionnels qui soumettent constamment des documents à diverses institutions nationales de recherche scientifique, affirmant qu'ils ont à eux seuls résolu un problème majeur de recherche scientifique et renversé un certain théorème de base. Cependant, ces soi-disant passionnés de sciences populaires ne disposent en réalité pas du professionnalisme et des connaissances nécessaires à la recherche. Afin de confirmer sa conclusion, l'auteur Dunant a mené une expérience. Il a trouvé un groupe d'étudiants, a passé un test de capacité de raisonnement logique et les a divisés en 4 groupes en fonction de leurs résultats au test. Ensuite, Dunant a spécifiquement distingué le groupe le moins performant, soit les 13% d'étudiants qui se trouvaient en bas du test, et leur a demandé d'évaluer leur performance. En conséquence, ces gars avec de mauvais scores ont tous déclaré que leur score devrait se situer dans les 60% supérieurs du classement. De plus, leur estimation du nombre de questions auxquelles ils ont répondu correctement était beaucoup plus élevée que les résultats réels des tests. Alors pourquoi ignorons-nous souvent nos propres erreurs? À travers ces recherches, Dunant a avancé 2 conjectures. Premièrement, l'incapacité des êtres humains à percevoir leurs propres erreurs n'est pas due à l'ignorance, mais à des défauts dans les connaissances que nous possédons et dans les méthodes que nous utilisons. La seconde est que la logique sous-jacente de la pensée humaine présente certaines tendances erronées, ce qui nous empêche de recevoir des retours du monde extérieur et d'absorber une expérience correcte. En apparence, avec les progrès des technologies de l'information sur Internet, nous parcourons et obtenons chaque jour beaucoup d'informations et de connaissances. En d'autres termes, les humains en savent de plus en plus, mais dans l'ensemble, la fréquence de nos erreurs n'a pas diminué. Pourquoi? Si nous l'analysons en détail, le problème est que notre propre structure de connaissances et notre application des connaissances présentent des défauts et des déficiences communs. Dans ce livre, l'auteur Dunant énumère bon nombre de ces défauts et déficiences, ainsi que les expériences psychologiques démonstratives associées. Ici, en raison de contraintes de temps, je vais vous en présenter 4 relativement importantes et courantes. Le premier défaut et lacune est que les connaissances ou les informations que nous possédons peuvent être en partie raisonnables et logiques, mais elles contiennent globalement des erreurs et des écarts. Pour parler franchement, il s'agit de ce qu'on appelle une feuille qui aveugle les yeux. Par exemple, il existe une information largement répandue sur Internet en matière de sécurité alimentaire, selon laquelle manger ensemble des kakis et des crabes entraînerait la mort, parce que la vitamine C contenue dans les kakis réagirait avec l'arsenic contenu dans les crabes pour former du trioxyde d'arsenic dans le corps humain. Il s'agit de la substance hautement toxique que nous connaissons, l'arsenic. L'équation chimique est répertoriée pour vous et elle semble très scientifique et raisonnable. Cependant,
Si nous l'étudions attentivement, nous constaterons que cette affirmation n'est pas vraie du tout. Tout d'abord, l'environnement requis pour cette réaction redox est très dur et doit être réalisé dans un laboratoire professionnel. Il ne peut pas être réalisé dans le système digestif humain. Deuxièmement, il existe un dicton célèbre dans la science populaire, parler de toxicité, quel que soit le dosage, c'est être un voyou. Chaque kilogramme de crabe ne contient que 0,5 mg d'arsenic. Même si toutes les conditions sont réunies et que les réactions chimiques peuvent se dérouler de manière notre corps, cette personne le sera au moins. Vous devez manger 100 kg de crabe à la fois pour avoir une réaction d'empoisonnement. La seconde est que les connaissances ou le modèle de pensée dont nous disposons sont en réalité défectueux, ce qui nous amène à tirer des conclusions erronées même si nous avons mené un raisonnement et une argumentation rigoureux. Le cas le plus classique est celui d'Abraham Walt, un mathématicien juif hongrois durant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir échappé aux griffes des nazis en Europe, Walt est venu aux États-Unis et a rejoint SRG, une organisation d'analyse statistique dirigée par le gouvernement américain et l'Université de Columbia, pour fournir des services analytiques aux opérations militaires alliées et à la production militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, l'armée américaine est revenue à la porte et a déclaré que l'armée de l'air alliée avait subi de lourdes pertes au-dessus de l'Europe et qu'il était donc nécessaire d'améliorer la conception des avions militaires et d'ajouter des blindages pour améliorer leur capacité de survie. Ne doit pas être ajouté partout sur l'avion, ce qui affecte ses performances de vol et son chargement de bombes. C'est pourquoi la SRG a établi des statistiques sur les bombardements de tous les avions de retour. Selon les données, si les différentes zones de l'avion sont classées de bas en haut en fonction de la densité des bombardements, il s'agit du moteur, du réservoir de carburant, du fuselage, et d'autres pièces, telles que des ailes ou des nageoires caudales. D'autres experts de la SRG, sur la base du principe de « protéger là où il y a un coup », ont proposé que le blindage soit installé sur les parties du fuselage les plus touchées par les balles. Cependant, Walt s'est opposé à toutes les opinions, affirmant que l'argumentation et l'analyse de ses collègues semblaient logiquement rigoureuses, mais qu'en réalité ils étaient complètement faux. Il a soutenu que le moteur qui semblait avoir été le moins touché était le point clé du avion qui devrait être protégé par un blindage. À quoi ça sert ? Walt a déclaré que selon les statistiques et les mégadonnées, dans une bataille aérienne féroce, la probabilité que chaque partie de l'avion soit touchée par un avion ennemi est en fait à peu près égale. Plus important encore, les experts de la SRG n'ont compté que les avions qui ont survécu et sont revenus, et les avions abattus ont vu leur fuselage touché par des balles non incluses dans le calcul. D'un point de vue statistique, les avions avec plus de balles dans leur moteur et leur réservoir de carburant constituent en réalité la majorité des avions incapables de revenir et de s'écraser. De plus, à en juger par les données sur les avions survivants existants, même si les ailes et le fuselage sont lourdement touchés par des balles et criblés de trous, ces avions peuvent toujours revenir en arrière. Cela montre simplement que même si ces endroits sont touchés, ce n'est pas le cas. La priorité est de protéger les pièces, mais le réservoir de carburant et le moteur, qui ne sont pas touchés par beaucoup de balles, sont la priorité. En fin de compte, sur l'insistance de Wilder, l'armée a adopté sa suggestion et a protégé et renforcé les moteurs et les réservoirs de carburant des avions militaires, ce qui a effectivement grandement amélioré leurs chances de survie. La théorie de Walt est également devenue le concept statistique familier de « billet de survie ». Le troisième défaut est que certaines des connaissances et informations massives stockées dans nos esprits manquent de points communs essentiels et ne peuvent pas être logiquement transférées, ou bien elles ne sont pas des variables liées, n'ont pas de relation causale les unes avec les autres et ne peuvent pas s'influencer mutuellement, mais de nombreuses personnes ignoraient ce point et reliaient-les avec force. Par exemple, les attributions erronées et les analogies inappropriées dans les erreurs logiques courantes sont les produits de ce type de pensée erronée. Un exemple classique d'attribution erronée est ce qu'on appelle l'erreur des pirates. Au cours des derniers siècles, le nombre de pirates dans le monde a diminué et les températures mondiales ont augmenté. On peut constater que la diminution du nombre de pirates a provoqué le changement climatique, afin que les pirates puissent réduire le réchauffement climatique. Plutôt que de faire une analogie, je vais vous raconter ici une blague sur Internet, que tout le monde devrait pouvoir comprendre. Il y a un étudiant qui a triché à un examen et feuilleté secrètement le manuel. Après avoir été attrapé, il a déclaré avec assurance, les avocats savent lire dossier lors d'un litige, et les architectes peuvent écrire. Je peux consulter les dessins de conception pendant l'examen, alors pourquoi ne puis-je pas lire pendant l'examen ? De même, en parlant de Wheeler, le voleur stupide que nous venons de mentionner, pourquoi penserait-il qu'il serait invisible s'il se mettait de la limonade sur le visage ? Il s'avère qu'il a avoué à la police qu'il avait vu une petite anecdote scientifique populaire, à savoir que l'eau citronnée peut être utilisée comme encre invisible. Les mots écrits sur du papier avec de l'eau citronnée sont invisibles en surface, mais tant que le papier est proche de la source de chaleur, faites-le cuire un peu et le texte marron apparaîtra sur le papier. Wheeler pensait que puisque la limonade écrite sur le papier est invisible, alors selon la loi logique de la migration, si la limonade est appliquée sur le visage, les autres ne devraient pas pouvoir voir son visage. Le quatrième défaut est ce que Dunin appelle « trompeur par répétition ». Personnellement, je pense que ce défaut est fondamentalement équivalent à « l'effet de défilé » parmi les erreurs logiques courantes. Pour le dire franchement,
Si une personne est exposée pendant une longue période à une certaine catégorie fixe d'informations, aussi absurde soit-elle, les gens sentiront progressivement qu'elles sont vraies et raisonnables. Par exemple, certaines rumeurs sont reproduites en grand nombre depuis longtemps et apparaissent continuellement et fréquemment sur Internet, comme « l'alunissage d'Apollo 11 était un faux » et « boire de l'eau pure entraînerait une carence en calcium », etc. d'entre manque de connaissances scientifiques de base et les personnes qui portent des jugements et sont exposées à ce type d'informations pendant une longue période choisiront sans le savoir d'y croire. La seconde partie. En parlant de cela, certaines personnes peuvent avoir à dire, n'est-ce pas une connaissance pratique ? Si une personne est toujours aveuglément optimiste et se surestime, elle touchera toujours le mur devant la dure réalité. Avec plusieurs autres revers, l'évaluation de soi est lentement ajustée à un niveau relativement objectif. En ce qui concerne cette question, l'auteur d'Engning peut être considéré comme étant préparé. Il a dit dans le livre la prochaine fois que dans la logique de pensée sous-jacente des êtres humains, il y a quelques erreurs. Je ne peux pas apprendre les bonnes leçons des pertes et des revers, comme l'a déploré le célèbre écrivain irlandais Chiao Bernard, nous avons appris de l'expérience que les humains n'ont jamais appris de l'expérience. Tout d'abord, la pensée humaine a une formule biaisée, c'est-à-dire que si votre propre décision ou action, si cela conduit finalement à un succès ou à une réponse positive, alors nous garderons à l'esprit et penserons que c'est normal, mais si c'était normal, mais si c'est normal, mais s'il est normal, en raison de l'échec et des résultats négatifs, nous ignorerons sélectivement ou blâmerons l'environnement extérieur, et même coopérerons avec nous-mêmes, c'est-à-dire que nous disons souvent « secouer le pot ». Par exemple, de nombreux joueurs de tangage de baseball me feront habituellement un ensemble de gestes et prieront pour la bonne chance avant de jouer. Mais en fait, la clé pour savoir si le ballon qu'ils ont joué peut tromper le joueur opposé et qu'ils sont dans leur statut compétitif, leur stratégie de tangage et la familiarité du joueur de l'adversaire pour leurs habitudes de tangage. Mais cela ne les empêche pas de réussir dans le tangage et laisse les adversaires sortir, insiste sur le fait que c'est leur propre geste de routine qui porte la bonne chance. Deuxièmement, en raison des caractéristiques de « recherche de profit » dans les instincts humains, nous aurons tendance à croire en ces informations qui répondent à nos intérêts ou positions fixes, et autrement, il sera rejeté et oublié. L'auteur d'Engning a déclaré par exemple, une personne, une blonde, une gauche, il a accidentellement vu le rapport sur une plateforme médiatique que la vie de la gauche du blonde était plus longue que la personne moyenne. Ensuite, cette personne est définitivement encline à croire en cette affirmation, au lieu de ne plus enquêter sur la base scientifique derrière, et même aucune lettre à aucune opposition. Afin de le confirmer, Engning a mentionné une expérience psychologique dans le livre, un groupe de bénévoles a été emmené au laboratoire médical et leur a demandé de recevoir une gorge une par une. Des maladies rares, cette maladie peut provoquer leur pancréas au cours de leurs dernières années, qui sera douloureux et fondamentalement pas durci. Bien sûr, cette maladie rare est fabriquée par des psychologues. En conséquence, ces volontaires sont immédiatement devenus nerveux. Ceux qui ont malheureusement vu leurs échantillons avaler changer de couleur, et ils ont montré des résultats de rejet sur place, et ont même demandé le test de retest. À l'heure actuelle, le psychologue vous a de nouveau dit sans perdre l'occasion de dire que si la glycémie de tout le monde est trop élevée ou trop faible aujourd'hui, les résultats des tests peuvent être inexacts, de sorte que les volontaires qui découvrent les échantillons de leurs écouvillons à déglutition changent de couleur, et là il y a beaucoup immédiatement, il y a beaucoup de bénévoles. Les gens sautent, à droite, dépêchez-vous et mettez-moi sur place. À l'inverse, les volontaires qui n'ont pas changé de couleur dans les échantillons n'ont aucune réponse à ces informations et choisissent de croire aux résultats des tests de leurs propres tests. De plus, la raison pour laquelle les êtres humains ne peuvent pas apprendre les bonnes leçons du monde extérieur, et ne peuvent pas faire le bon jugement, et il y a aussi une tendance logique de la pensée, c'est-à-dire que nous exagérons souvent les talents que nous avons, ou richesses et ressources matérielles la valeur d'eux. Pour le dire clairement, nous pensons tous que nous sommes uniques et uniques dans la société. Dans le livre « Traitement psychotique de l'existentialisme », l'auteur de la recherche sur la maladie mentale nous a dit que nous pensons que nous avons unicité. Parce que « je » est unique, je suis différent des autres, peut être exempté de la mort et autres catastrophes et destins. Ce mécanisme de défense psychologique peut nous aider à ne pas être submergés par l'anxiété de la mort, mais les effets secondaires sont que nous ne pouvons pas nous évaluer correctement. L'auteur d'Engning a déclaré qu'il avait fait beaucoup de tests psychologiques. Presque tous les testeurs pensaient qu'il avait un caractère plus excellent que d'autres, comme l'autodiscipline, la politesse, le bien en coopération, et plus encore aux choses. Faire un aperçu unique, comme l'écriture de Dieu, soyez bon pour contrôler la situation, changer la tendance de développement des choses, etc. Par exemple, de nombreux joueurs de courses de chevaux croiront plus qu'avant de parier que les courses de chevaux qu'ils ont pariées gagneront dans le match. Derrière cette conclusion trop optimiste, tout d'abord, ils croient qu'ils ont une vision unique et peuvent identifier les chevaux qui sont les plus susceptibles de gagner le jeu. Deuxièmement, après le pari, en raison des pertes et des goûts, ces joueurs seront instinctivement excluront sexuellement les informations négatives que vous pourriez perdre. De même, de nombreux joueurs de tombola insisteront sur le fait que le jeu sera mis dans une boîte avec tous les prix, et que la façon de dessiner et de dessiner par eux-mêmes sera dessinée par elle-même. Parce qu'ils croient fermement qu'ils ont participé au choix,
Il contrôle également l'ensemble du processus et la probabilité de gagner le prix est naturellement élevée. Bien sûr, en revanche, il nous est difficile de résumer l'expérience, d'apprendre des leçons et d'améliorer la conscience de soi en raison de la complexité du monde extérieur lui-même. Deng Ning a déclaré que chaque fois que nos actions, ou prises de décision, conduiront à une sorte de résultat et recevront des commentaires externes. C'est en effet vrai, mais parce que l'environnement social que nous vivons est très compliqué, ce que nous recevons enfin en tant que résultat, les commentaires peuvent être promus par plusieurs raisons, et il y a trop de variables connexes, et les informations que nous obtenons sont relativement limitées. Par exemple, les deux couples, confrontés à leurs enfants espiègles, ont adopté la méthode éducative de l'émotivité de Xiaozi, et la réprimande pour ajouter une punition physique. En conséquence, les deux enfants sont devenus obéissants le lendemain, puis à cause des résultats satisfaisants, ces deux les couples doivent penser que leurs méthodes d'éducation sont correctes et doivent être persistées. Cependant, leur base de décision est évidemment inadéquate, car la situation réelle peut être beaucoup plus compliquée. Tout d'abord, le mode psychologique et comportemental à long terme des différentes méthodes d'éducation pour les enfants peut ne pas être vu à court terme. Le châtiment corporel peut permettre à l'enfant de suivre temporairement les règles, mais cela leur apportera également des obstacles psychologiques, le comportement n'est qu'une impulsion ou inspiré par certains facteurs externes. Même si les parents ne prennent aucune mesure, ils restaureront leur état normal le lendemain. La troisième partie. Beaucoup de gens peuvent avoir une humeur de panique, disant si nous n'avons aucun moyen de faire la bonne évaluation de soi, et il n'y a aucune possibilité d'amélioration. Dans la dernière partie de ce livre, l'auteur Deng Ning a déclaré « Ne panique pas, la capacité d'auto-évaluation est la même ». Ensuite, jetons un coup d'œil, quel type de plan de formation autocognitif nous a émis. Tout d'abord, à l'intérieur, nous devons garder à l'esprit les malentendus du nombre de connaissances, de structure et d'utilisation de nos connaissances, et de réaliser consciemment le renforcement et la formation cognitive de la structure des connaissances, afin d'éviter la même chose en action et décision de décision. Erreur. Deuxièmement, Deng Ning espère que tout le monde améliorera ses informations sur le monde extérieur, c'est-à-dire pour comprendre pleinement l'environnement et évaluer objectivement son influence. Avant la décision et l'action, beaucoup de gens connaissent très peu l'environnement externe et leurs propres conditions, et ils sont trop optimistes. Au début de ce livre, Deng Ning a donné un exemple. En 2001, près de 1700 grimpeurs professionnels ont lancé un impact sur l'Everest, dont 1496 personnes ont réussi à atteindre le sommet et sont revenues en toute sécurité, et 172 personnes ont été malheureusement tuées. Il convient de noter que ces participants sont généralement expérimentés des amateurs d'escalade. Alors, pourquoi cette situation est-elle ? Il s'avère que l'environnement global de l'Everest peut être considéré comme autocontenu, les grimpeurs doivent se lever tôt le matin lorsque le manque de sommeil. Dans un environnement où la concentration en oxygène n'est qu'un tiers du sol, il est aussi bas que -65°C. À basse température, se déplaçant vers le sommet de la montagne avec un vent fort, et à seulement 60 mètres du sommet du pic, il y a aussi une étape d'Hillary, presque verticale. Avec la force physique et sur le point d'épuiser l'essence enfin, en raison des conditions climatiques sévères et des limites de la fonction humaine, environ 3 dans l'après protéger la sécurité vie. En fait, même un athlète d'escalade professionnel à long terme peut ne pas être en mesure d'évaluer pleinement avant le départ, dans un environnement aussi dur, s'il peut toujours maintenir ses performances habituelles, surestimant ainsi ses difficultés pour surmonter les difficultés et faire face à des situations dangereuses. Les conséquences de cette erreur de jugement sont qu'elles ne parviennent pas à atteindre le sommet et que le prix de la vie sera payé. Par conséquent, la suggestion de Deng Ning est de collecter autant de détails environnementaux externes que possible, et il est nécessaire de considérer les pires urgences et les émotions négatives qui peuvent être causées par elles. Sur cette base, le préjugement est la préparation de vos propres actions. Par exemple, il y a un sujet appelé « Elwick » dans le cours de formation, y compris la forme physique constante et l'entraînement pratique dans les 6 jours, et les soldats seront invités à porter des uniformes militaires humides sur la plage. Tide, et sauter dans le bourbier de marais, ne montrez votre tête que pendant quelques heures, et ainsi de suite. Le but de cette formation extrême n'est pas une abus intentionnelle des soldats, mais pour s'assurer qu'ils peuvent également surmonter les conditions physiques et psychologiques négatives et maintenir des capacités de combat normales dans les conditions les plus difficiles. Deuxièmement, Dunin nous dit d'essayer d'éliminer l'interférence de l'effet de dotation dans nos actions et nos décisions, c'est-à-dire de surmonter la tendance psychologique à surestimer les talents, les qualités et les ressources patrimoniales que nous venons de mentionner. Concernant la façon de se débarrasser de la mauvaise tendance à la pensée de l'effet de dotation et d'organiser notre vie quotidienne, notre planification de carrière et nos investissements et notre gestion financière de manière plus efficace et rationnelle, de nombreux experts que nous avons reçus ont fait de nombreuses introductions et explications dans leur rubrique de cours. Nous n'entrerons pas ici dans les détails, donnons juste un exemple simple, si vous possédez un vieux meuble ou un vieil appareil électroménager, il n'était pas bon marché lorsque vous l'avez acheté, mais maintenant il est vieux, prend beaucoup de place. Et a quelques problèmes mineurs. Que devez-vous faire ? Cela ressemble à une horreur, mais si vous le jetez, cela fait un peu mal. Alors,
Que dois-je faire? C'est très simple, réfléchissez à l'inverse, si ce vieux meuble ou appareil électroménager n'était pas le vôtre, combien seriez-vous prêt à dépenser pour l'acheter? Bien entendu, le prix que vous pouvez proposer est très bas, allant de quelques dizaines de yuan à plus d'une centaine de yuan, ce qui peut ne pas suffire à récupérer le coût de la main-d'œuvre de l'entreprise qui vient le retirer. En effet, la raison pour laquelle nous hésitons à jeter ce vieux meuble ou cet électroménager en premier lieu est due à l'effet de dotation. En tant que propriétaire, nous surestimons involontairement sa valeur, et donc la surestimons pour la perte causée par sa donation. En haut. Cependant, si nous pouvons penser différemment dans le temps et l'évaluer du point de vue de l'acheteur, alors votre évaluation à ce moment-là sera plus proche du niveau réel. Nous avons présenté ce livre ici. Dans ce livre, l'auteur Deng Ning utilise ses idées exceptionnelles et l'accumulation de nombreuses années de recherche psychologique. De notre auto-évaluation, nous nous surestimons souvent. Ensuite, le malentendu cognitif et l'erreur logique sous-jacente qui le derrière ont formé le social et raisons psychologiques. Afin de montrer l'impact de ces malentendus sur notre comportement et notre prise de décision, et le mécanisme, Deng Ning a introduit un grand nombre d'expériences psychologiques connexes et de cas pratiques dans le livre, afin que nous puissions former une compréhension vive et intuitive. Deng Ning estime qu'il y a deux raisons pour nous de nous évaluer correctement, ce qui provoque deux raisons de comportement et d'erreur de prise de décision. La première raison est que nous avons les connaissances que nous avons et la méthode d'utilisation des connaissances. Les conclusions ne peuvent pas percevoir vos erreurs. Par exemple, les connaissances et les informations que nous possédons sont incomplètes, seulement l'exactitude locale, ou nous contactons de force des informations non pertinentes, pensant qu'elles ont des relations communes ou causales, etc. La deuxième raison est qu'il existe certaines tendances d'erreur dans la logique sous-jacente de la pensée humaine, qui nous empêchent de recevoir une rétroaction externe et incapables d'absorber l'expérience correcte. L'influence du résultat final du développement des choses, etc. Dans la dernière partie de ce livre, Deng Ning a également proposé des contre-mesures pour nous aider à améliorer la structure des connaissances et à utiliser la méthode, à améliorer l'évaluation de la situation et l'expérience, notamment le renforcement de la structure des connaissances et la formation cognitive pour éviter les personnes communes penser les malentendus, et avant la prise de décision et les actions, les détails environnementaux externes sont entièrement collectés. Et les pires accidents et leurs émotions et leurs formes physiques sont également utilisés comme variables apparentées, et elles sont incluses dans les prédictions. Dans l'évaluation, nous devons également essayer de briser l'effet de dotation dans la pensée, évaluer objectivement votre capacité, votre personnalité et vos ressources, etc. Bien sûr, Deng Ning a également déclaré à la fin de ce livre qu'il se surestimait correctement dans l'auto-évaluation, le maintien de l'optimisme et de la confiance, et peut également apporter des effets positifs. Par exemple, ceux qui se surestiment de manière appropriée laissent souvent une meilleure première impression pour les autres. Ils sont plus susceptibles de faire de grands progrès que ceux qui ont une infériorité, et ils auront également un meilleur ajustement psychologique. Une meilleure ténacité psychologique montre l'adversité et le bonheur est supérieur à la personne moyenne. Il est indéniable que peu importe que notre auto-évaluation soit faible ou élevée, elle aura un impact négatif considérable, alors Deng Ning nous prévient, peu importe ce que nous nous évaluons, collectant les commentaires des autres pour nous inaugurer et de nous promouvoir les commentaires des autres, ce qui incite les commentaires à nous promouvoir, ce qui incite les commentaires des autres à nous promouvoir, ce qui incite les commentaires des autres à nous promouvoir. Notre auto-amélioration est la correction des canaux importants pour nous-mêmes. Si nous utilisons un miroir pour faire une analogie, notre évaluation de nous-mêmes est comme un miroir avec un biais, certains ajoutent des filtres de beauté et certains miroirs sont inégaux. Pour nous comprendre, nous devons trouver quelques miroirs supplémentaires pour briller. Dans ce processus, notre compréhension de nous-mêmes deviendra de plus en plus complète, à 3 dimensions, proche de la réalité objective. Comme l'a dit l'auteur Deng Ning, l'amélioration de notre conscience de soi, comme l'escalade des montagnes, est une aventure robuste qui est beaucoup plus difficile que l'imaginaire, mais il ne fait aucun doute que lorsque nous connaissons la magnificence du paysage au sommet de la montagne, nous serons en mesure de sentir que tout en vaut la peine. Pour partager cela, ce programme est sur le point de se terminer. Qu'avez-vous des opinions différentes à ce sujet? Bienvenue pour laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner à nous. Ah, n'oubliez pas d'aimer ça.